Et ce livre, c'est une gifle et c'est surtout un acte littéraire. C'est une lettre d'amour, écrivez-vous, Yann Moix, malgré l'impudeur, malgré la haine, malgré les blessures qu'elle peut infliger à celui ou à celle qui va la lire. Qu'est-ce que vous appelez l'amour, au juste? Je rebondis sur ce que dit notre ami, sur une chose. Le rapport entre la mort et l'amour, c'est que c'est sans limite. Et on peut tout dire sur l'amour, ça fonctionne. On peut tout dire sur la mort, ça fonctionne. C'est deux choses qu'on ne connaît pas vraiment et que tout le monde prétend connaître. Donc on peut écrire ce qu'on veut dessus, ça marche tout le temps. Oui. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire un arrêt sur image sur les choses désagréables. De faire un effet zoom sur les choses invisibles. En amour, il y a énormément de choses désagréables. Il y a deux manières de considérer la vie. Soit la vie est une extraction de la mort, un cas particulier de la mort, soit la vie, c'est la vie. Eh bien, l'amour, c'est pareil. Soit vous décidez de regarder toutes les facettes agréables, versicolores, extraordinaires, soit vous décidez, comme je l'ai fait là, de ne voir que l'horreur de l'amour. J'invite tout le monde à passer quelques heures dans le cerveau d'un homme. Et on s'aperçoit qu'un homme, c'est atroce. C'est uniquement un homme? Oui, là c'est un homme parce que je prends mon cas pour une généralité. C'est-à-dire que comme je suis un salaud, comme je suis un manipulateur, un type cynique, un pervers et un menteur, je considère que tous les hommes le sont aussi. Et la littérature, ça permet ça. Ça permet de faire croire à tout le monde qu'il est aussi gravement atteint que je le suis moi-même. Ça sert à ça, un livre. Alors ensuite, quand le livre est refermé, on peut respirer, on peut revivre, on peut retourner se baigner et on peut aimer à nouveau. Mais dans un livre... Pardonnez-moi, juste sur ce point, Yann Moix, on touche quelque chose qui est important, parce que vous êvais de temps en temps aussi chroniqueur, c'est-à-dire vous êtes lecteur. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un livre? Qu'il console ou qu'il dérange? Je vais vous répondre les deux, qu'il dérange. Parce que pour moi, un livre, vous voyez, un de mes auteurs préférés, et votre livre m'y fait penser, c'est Georges Bataille. Georges Bataille dit que la littérature, c'était fait d'une part pour regarder en face les choses qu'on ne peut pas regarder en face avec les yeux. La mort, le soleil, l'amour même. Et donc, pour lui, la littérature n'est pas quelque chose qui raconte des histoires. C'est après le cri, après l'effroi, après le silence, quand on a l'impression qu'on ne peut plus rien dire, c'est justement à ce moment-là que la littérature rentre dans le jeu. Au moment où on a l'impression que c'est pas... Prenons par exemple, ça n'a rien à voir avec un roman d'amour, mais Adorno disait, après la Shoah, c'est plus possible, on ne peut plus écrire. Bataille dit, mais c'est faux, c'est là que tout commence, quand c'est impossible de dire. Il faut trouver une parole pour dire l'impossible. Eh bien moi, Qu'est-ce qui est impossible dans l'amour, dans l'acte d'aimer quand on est un homme? Parce que c'est ça, en fait, votre sujet. Je vous donne un exemple, François, parce qu'il faut être concret de temps en temps. J'ai souvent aimé des femmes jusqu'au moment où elles m'ont présenté leur mère. Parce que sur le visage de leur mère, je voyais la mort de la femme que j'aimais. Et donc je voyais une accélération du temps. Je dis, c'est elle, elle va être ça dans 25 ans. Salut les amis, je rentre chez moi. Mais c'est une J'en veux une autre. Attendez, pardonnez-moi, mais c'est une lâcheté crasse. Mais je suis un lâche, je suis un être ignoble, en tout cas dans ce livre. Oui. Et j'essaye de l'être un tout petit peu moins dans la vie, grâce à la psychanalyse, grâce au fait aussi que je suis un être humain et qu'il faut vivre en société. Mais, si vous voulez, dans mes livres, je suis vraiment très dangereux. Je suis vraiment infréquentable. Et j'essaye d'exagérer l'ignominie qui se trouve à l'intérieur de chaque homme. Je l'exagère à mort, c'est vrai. Dans la vie, je suis un peu moins violent. Mais le temps d'un roman, j'ai voulu que tout suppure. J'ai voulu dire aux femmes, nous sommes vraiment des êtres abominables. Faites attention quand même si à côté de vous, l'homme que vous aimez n'est pas véritablement le manipulateur que vous pensez qu'il n'est pas, ou le narcisse, ou le pervers. Voilà. Je précise tout de suite, Milena Busquets, que tous les écrivains français ne sont pas comme Yann Moix. Non, je suis hallucinée. Malheureusement. Non, et heureusement, tous les hommes ne sont pas comme vous non plus, Ça, non? malheureusement, si. Je ne connais, par exemple, un exemple. Non, je ne connais sur la planète Terre. Non, j'en connais plus que vous, sûrement. Je vais vous dire une chose. Sur la planète Terre, il n'y a aucun homme fidèle. Vous savez pourquoi? Si vous rentriez dans le cerveau d'un homme, vous apercevrez deux choses. Non, mais vraiment quelques minutes, 27 secondes même, dans le cerveau d'un homme. Oui, je l'ai fait. Vous remarqueriez deux choses. La première chose, c'est que tous les hommes sont infidèles, donc vous seriez horrifié pendant les 25 premières secondes, et ensuite vous comprendriez... peut-être je ne serais pas horrifiée. Vous comprendriez une deuxième chose qui va vous rassurer cette fois, c'est que l'infidélité pour un homme, c'est comme aller à la piscine. C'est pas très grave. Oui, moi je trouve que la fidélité, c'est très démodé, c'est très siècle XIX et très bourgeois. Très bien. Parce que maintenant, on peut laisser les gens. Moi, quand je n'aime plus quelqu'un, simplement, je lui dis, c'est fini. Mais être infidèle, c'est très démodé. C'est marrant parce que moi, je place la bourgeoisie précisément dans la drague, dans les cimetières, vous voyez. Ce que vous considérez comme faire la frayeur des bourgeois, draguer dans un cimetière, pour moi, c'est le commencement d'un amour qui, lui, au moins, se respecte. On peut même, comme le faisait Bataille, dont on parlait tout à l'heure, pratiquer le coït sur une tombe. C'est les bases. Alors, vous savez, on ne va pas vous mettre d'accord ce soir.
Mais il y a une chose qui va mettre d'accord tout le monde, c'est la page 17 chez Yann Moix, où je lis ceci. Vous allez comprendre tout de suite ce qu'il vient de dire. J'aimerais qu'on réhabilite le ridicule. Je crois que, Pourquoi Charles, pour une raison simple, en amour, comme parfois en littérature, lisez Chateaubriand, il y a toujours une limite, une ligne de crête, où on peut être sublime ou ridicule. Si on tombe d'un côté, on est sublime. Si on tombe de l'autre, on est ridicule. C'est très ténu comme frontière. Il ne faut donc pas avoir peur de faire des phrases parfois grandiloquentes, de faire des aphorismes qui peuvent vous paraître foireux. Il y en a deux, trois. Il y en a des très réussis, mais il y en a deux, trois qui sont foireux. Oui, mais je veux dire, il faut prendre le risque du ridicule, car le ridicule, vous savez, le Christ, par exemple, le Christ, on l'a ridiculisé en mettant une couronne d'épines sur sa tête et on l'a intitulé Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On était en train de l'humilier. Le fond de décor du ridicule, c'est l'humiliation. Or, l'humiliation est un moteur pour moi, depuis mon premier roman que vous avez eu la gentillesse d'aimer. Jubilation vers le ciel. Eh bien, un des meilleurs premiers romans qui ait jamais été écrit. Écoutez, merci, ça me touche beaucoup, mais l'humiliation a toujours été mon moteur. L'humiliation, pour des raisons sans doute profondes qui reviennent à l'enfance, a toujours été pour moi une zone de travail et de réflexion vertigineuse. Dans l'humiliation, il y a forcément tout un carnaval de ridicule. Ridicule avec les femmes, ridicule au travail, ridicule dans ses phrases, ridicule dans la vie de tous les jours. Finalement, on peut toujours déraper sur une peau de banane. Si vous filmez ça dans un film de Buster Keaton, ça va vous faire rire. Dans la rue, on va vous trouver sinistre et ridicule. Le plus grand mannequin de tous les temps peut tomber, vous voyez, en marchant. Elle était sublime la seconde d'avant et en tombant, elle est ridicule. Il y a une part de tragique dans le ridicule. Et dans l'humiliation, il y a une part de grandeur de l'homme. Le Christ est exagérément fort et infiniment fort parce que, au fin fond de la faiblesse, la définition de la force n'existe plus. Celui qui est infiniment faible, on ne peut plus jamais lui faire de mal. Donc, sa force suprême vient de son infinie faiblesse. Et c'est ça que je creuse dans la notion de ridicule. Alors, il y a des passages comme ça qui sont très théoriques. Il y a des passages parfois aussi qui sont extrêmement drôles. Par exemple, celui, page 23, où vous dites « J'adore avouer. J'adore avouer, c'est une passion. Je ne commets des fautes que pour le plaisir d'avoir à les avouer. » Ça, c'est plutôt pas mal. Comment cohabitent les deux Moix? C'est-à-dire Yann le drôle et Moix le théoricien, qui est parfois un petit peu sentencieux. Oui, j'aime bien faire un film sur Claude François, genre Les bronzés font du ski, et puis ensuite aller pérorer sur Nietzsche ou sur Bataille dans un séminaire sinistre. J'aime le lundi faire une émission de radio avec Jean-Marie Bigard, et le mardi faire un séminaire sur Kafka en allemand. C'est un des plaisirs de mon existence. Vous avez raison, c'est l'éclectisme. Il y a ceci également qui me semble très intéressant, page 55, dans les aveux. Comme j'aime, je dois détruire. Et vous vous l'avouez, vous le racontez. Je vis avec un monstre en moi. Comment se passe la cohabitation à trois, c'est-à-dire vous, madame, et le monstre? Bon, madame, je crois que la pulsion de mort est consubstantielle à l'être humain. On est toujours en train de gâcher quelque chose. Chez vous, c'est quand même, et vous le racontez, ce personnage, par exemple. Oui, alors, pas que vous vous amusez à passer pour le méchant, le bad boy, comme on dit, mais vous êtes beaucoup plus romantique que ça. Oui, je suis un être très doux dans la vie. Heureusement que les livres sont là, sinon je serais très dur dans l'existence. Les livres m'adoucissent. Il y a dans votre question quelque chose à laquelle je suis moi-même étranger, je ne peux pas répondre en fait. Quoi? J'ai oublié votre question en plus. Bah, c'est très simple. Pourquoi cette autodestruction? Comme j'aime, je dois détruire. Pourquoi? Il y a une pulsion de mort chez l'être humain et chez moi, je sens qu'il y a quelque chose qui me force toujours à détruire. Le temps détruit trop lentement. Donc j'abrège les souffrances du temps et je passe à la suivante, si vous voulez. C'est une lettre d'amour ou c'est une lettre de haine? Ah non, ne racontez pas que l'amour, la haine, c'est la même chose. Non. C'est une lettre d'amour, mais l'amour est regardé pour la première fois sous un angle derrière les coulisses, si vous voulez. Souvent, je vais en Corée du Nord à Pyongyang, il y a une magnifique bâtisse, et vous tournez, et vous voyez qu'en fait, c'est un décor cauchemardesque. Comme vous êtes un garçon excessif, Yann Moix, c'est ce qui fait votre charme. On trouve des formules définitives, vous voyez, des sentences, quelque part entre Sioran et Chamfort, ce qui laisse quand même une échelle assez large. Celle-ci, par exemple, page 12, que j'aime beaucoup. Tout écrivain possédant un bureau mérite sur le champ le peloton d'exécution. Pourquoi vous écrivez où, vous, si vous n'avez pas de bureau? C'est inadmissible. Dans le métro, dans la rue, au café, dans l'avion, tout le temps. Mais jamais au bureau. Si je me mets à un bureau, c'est terminé, je ne peux plus écrire. Je n'y arrive plus. C'est impossible. Je peux faire ma comptabilité à un bureau, par exemple. Je peux regarder des conneries sur Internet.
mais je ne peux pas écrire. Je suis d'accord avec Yann. En fait, j'écris partout, mais pas dans un bureau. Oui, mais enfin, le peloton d'exécution Douglas Kennedy, vous n'êtes quand même pas pour fusiller tous les écrivains qui écrivent au bureau. Non, pas une du tout. formule. Non, non, c'est une formule, mais je n'aime pas des choses manichéennes. Ouais, alors on apprend plein de choses également sur la critique littéraire selon Yann Moix. Par exemple, page 16, vous nous dites « Je déteste le mot blême » dans un roman. Dès qu'il y a le mot blême, le petit matin blême, ça ne supportez plus, vous fermez. Nos amis américains, anglais, espagnols, enfin, qui écrivent dans des langues qui ne sont pas le français, devraient se méfier et regarder auprès de leur traducteur si le mot blême est dans votre livre. Car s'il l'est, il faut exiger qu'on l'enlève. Ah, je vais chercher. C'est un mot atroce qui ne veut rien dire. Dans les très mauvais romans policiers, ou dans très mauvais romans tout court, quand on ne sait pas comment dire, on dit qu'un visage est blême, que la nuit est blême, que le petit matin est blême. Bref, il n'y a plus qu'à intituler le livre blême. Alors j'ai vérifié, il n'y a pas le mot blême chez Douglas Kennedy, ni chez Anthony Doerr, ni chez Milena Busquets. Blême, voilà, ils vont se marrer chez Ruquier l'année prochaine, vous allez voir. Au moins on a le mode d'emploi. Il y a blême dans votre bouquin, ça y est, fusillé par Moix. Le livre s'intitule Une simple lettre d'amour. C'est excessif, mais c'est bon. Vous l'avez entendu, c'est un peu comme le bonhomme. Évidemment, il est romancier. Ça commence avec un jeu, JE. N'y croyez pas trop. Je ne suis pas vraiment sûr que ça lui soit arrivé. Par contre, c'est peut-être à vous que ça risque un jour d'arriver. Une simple lettre d'amour chez Grasset, Yann Moix. Et c'est bon. Merci François. Juste avant de donner la parole à nos amis américains, Douglas Kennedy et Anthony Doerr, qui là sont hallucinés. C'est-à-dire qu'ils ont entendu là, le match